et dans un tribunal, mais comme un simple artiste devant son public. Moi, mon piédestal, c'est la scène. Cette salle, par analogie, c'est donc mon tribunal. On dit aussi que souvent, nous, les slameurs, on fait la grosse gueule, comme c'est le cas parfois chez les avocats. Je ne dis pas que c'est faux, il se fait que même parfois, on gueule pour la même cause, avec la même dose, au mélange des rimes et des proses. Cher public, soyez mon témoin et rapportez à qui de droit les cris portés par ma voix. Vous savez que les deux sont indissociables, inséparables, mais tous deux misérables passent leur vie dans des conditions déplorables. Car fouettés par le terrorisme, malmenés et battus dans certaines maisons d'arrêt, dans certains esprits, ils s'évadent, car ils reçoivent les attaques en vrac de certains textes qui les matraquent. Les deux ont un grand notre ennemi qui viole le droit à la vie. Il s'agit de la peine de mort, l'injustifiable peine de mort, l'injuste peine de mort, qui cause l'irréparable, qui sépare les inséparables. Comme Hugo dans ses mots, la société ne doit pas punir pour se venger, non, elle doit plutôt corriger pour s'améliorer. Et à Amnesty d'ajouter 10 bonnes raisons pour nous prouver l'inutilité de la peine de mort. Parmi elles, citons-en quelques-unes. 1. La peine de mort viole le droit à la vie, pendant que toutes nos lois fondamentales le consacrent. Quel paradoxe! La peine de mort est une sanction cruelle et inhumaine. Les humains sont vraiment sans humanité. Trancher une tête, fusiller, pendre un père, une mère, éteindre une vie à cause parfois d'une petite erreur. La peine de mort n'a aucun effet dissuasif. Oui, on fusille, on pend, on tue, on exécute, mais qui dissuade qui? Les gens continuent toujours à ôter des vies. La peine de mort ne nous débarrasse pas que d'un criminel mort. Non, elle nous laisse parfois un orphelin, une veuve, une famille sans pain, sans père et donc sans repère. Et oui, maintenant demandons-nous, pourquoi ôter la vie alors que tu ne l'as pas donnée? Pourquoi ne pas lui tenir la main au lieu de la couper? Pourquoi ne pas les aider à se reconstruire au lieu de les détruire? Je veux savoir, c'est quoi manger son dernier plat? C'est quoi prier une dernière fois? Regarder les nôtres une dernière fois? Côtoyer la mort qui habite en permanence notre corps. La paix habitera partout dans le monde, mais je vous jure, elle n'habitera jamais là où les droits humains sont violés, où le droit à la vie, où le droit à la vie est voilé. Merci.
J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter le déroulé de cette cérémonie de cet après-midi. Nous sommes aujourd'hui le 21 septembre 2021 et c'est une journée qui est dédiée à la paix. Se relever pour un monde plus équitable et durable. C'est sous ce signe que les Nations Unies appellent tous les peuples du monde à sonner la cloche de la paix ce jour 21 septembre 2021, journée internationale de la paix. À l'instar des autres peuples du monde, le Niger, notre pays, célèbre ce 21 septembre 2021 la grandeur de la paix, comme pilier de la préservation de la valeur morale et de la personne humaine. Elle est dédiée au renforcement de l'idéal de paix, aussi bien au sein des pays et des peuples qu'entre eux, à travers des activités d'éducation, d'information et de sensibilisation. C'est dans cette optique que la coalition nigérienne contre la peine de mort, le mouvement abolitionniste, avec l'appui de ses partenaires tels que l'ambassade de France au Niger, la délégation de l'Union européenne, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, la coalition mondiale contre la peine de mort, sans oublier bien sûr la Commission nationale des droits humains, la CNDH, organise cet après-midi une table ronde axée sur la paix, la justice sociale et le respect des droits humains. Une table ronde qui sera précédée d'une animation culturelle et des allocutions. Mais avant, permettez-moi d'inviter un participant pour une fatia pour que la paix règne dans le monde et que nos RDS tombent sous le champ de l'or. Sans plus tarder, nous demandons un participant pour une fatia s'il vous plaît. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وسلم تسليما كثيرا آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Père de bonté, Père de miséricorde, nous te remercions pour ce moment. Merci ce que tu bénis tout un chacun de nous ici présents. Nous te remercions pour la paix que tu accordes à notre pays. Nous te remercions pour l'intégrité que tu nous accordes. Dans le Saint-Nom de ton Fils Jésus, Papa, nous avons prié et réussi. Amen. National des droits humains, Monsieur le représentant du haut commandant de la garde nationale, Monsieur le représentant du ministère de la Justice, Madame la représentante de l'ambassadrice de l'Union européenne au Niger, Madame Eva, Madame la représentante de l'ambassade d'Allemagne au Niger, Monsieur le conseiller culturel de l'ambassade de France, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Messieurs, Madame, les officiers, sous-officiers, hommes du rang de la garde nationale, Mesdames, Messieurs de la presse, chers participants à vos titres, grades, qualités et tout protocole respecté, l'honneur des choix de m'adresser à vous à cette occasion historique pour la recherche d'une paix durable dans le monde entier et dans nos sociétés. Il me semble opportun de rappeler que la coalition nigérienne contre la peine de mort autour du mouvement abolitionniste nigérien a mené depuis 2010, à travers plusieurs actions novatrices, tables rondes, conférences débats, colloques et forums nationaux en faveur de la paix et l'abolition de la peine de mort. Elle est membre élu du comité de pilotage de la coalition mondiale contre la peine de mort. Elle regroupe plusieurs associations de défense des droits humains. Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres, grades et qualités, le 21 septembre de chaque année, la Journée internationale de la paix est célébrée dans le monde entier. L'Assemblée générale des Nations unies a déclaré que cette journée serait consacrée au renforcement des idéaux de paix au sein de toutes les nations et des peuples. Le thème de la Journée internationale de cette année, se relever pour un monde plus équitable et durable, nous permet d'inviter tous les acteurs de défense des droits humains
à se joindre aux efforts des Nations Unies pour un monde plus équitable et plus pacifique. Mesdames et messieurs, chers invités, il me plaît de rappeler que en ces périodes, le monde entier est secoué par la menace du Covid-19, mais surtout animé par des velléités de retour à la course aux armements, les tensions commerciales, l'accroissement des inégalités, la persistance de la pauvreté, l'augmentation spectaculaire des flux migratoires, la montée du populisme, le défi climatique ainsi que les menaces des organisations terroristes. Mesdames et messieurs, le Niger est un vaste pays où la population du plus grand pourcentage est âgée de moins de 18 ans. D'où l'insertion socio-économique des jeunes constitue un défi majeur pour la stabilité du pays. En effet, la jeunesse nigérienne connaît une crise multidimensionnelle sans précédent. De même, les jeunes rejettent de plus en plus fréquemment les normes sociales qui ont jusqu'à présent préservé la cohésion sociale. Et surtout, qu'ils envoient souvent la violence comme un seul moyen possible de se faire entendre. Mesdames et messieurs, distingués invités, le Niger continue de faire des efforts remarquables pour la consolidation de la paix, dont nous pouvons citer entre autres la journée de la concorde nationale, instituée en 1995 suite au conflit armé dans le nord du pays, un cadre de renforcement de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Cette concorde est l'une des valeurs qui concourent au renforcement de notre vie humaine et de notre vivre ensemble. C'est dans cette perspective que la haute autorité à la consolidation de la paix a été créée en 1995 pour la mise en œuvre des accords de paix et des autres protocoles additionnels de 1998. Elle aurait pour mission de cultiver l'esprit de paix et de dialogue entre les communautés du pays, entretenir la confiance mutuelle, la tolérance et le respect d'une commune volonté de vivre ensemble, promouvoir des actions visant au raffermissement de la paix sociale, la cohésion et l'unité nationale. Mesdames et messieurs, il est évident que l'éducation peut être un facteur clé lorsqu'il s'agit de rassembler les jeunes autour de l'objectif visant à bâtir une paix durable et une culture de non-violence. De ce fait, nous devons continuer à accroître l'esprit de tolérance et d'innovation afin de consolider les acquis et contribuer au développement de notre cher pays. Mesdames et messieurs, chère jeunesse, sur le plan sécuritaire, il fallait le rappeler, le Niger fait face de 2015 à aujourd'hui à une insécurité du nord au sud qui constitue de graves foyers de tension. Nous rendons ainsi hommage aux autorités nationales qui veillent aux actions de résilience des populations et au respect des forces de sécurité et de défense des droits humains afin de renforcer les mesures prises au niveau national pour contrôler les frontières et lutter contre les activités des groupes terroristes. Il nous plaît aussi de consacrer cette journée dédiée à la paix pour lancer officiellement la campagne de mobilisation et plaidoyer national pour l'abolition de la peine de mort à travers l'organisation d'une table ronde qui suivra ces allocutions. Elle aura pour objectif de contribuer à la consolidation de la paix et plaider pour la révision du Code de procédure pénale du Niger en vue de garantir le respect des droits des personnes risquant la peine de mort. Il est donc loisible pour nous de profiter de ce message de paix pour la cause des sans-voix et lutter pour le droit à la vie visant à abolir la peine de mort. Mesdames et messieurs, il fallait le rappeler, la Constitution de la 7e République du Niger dispose que, je cite, « La personne humaine est sacrée et que l'État a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger. » Et l'article 12 dispose encore que chacun a droit à la vie. À ce titre, mesdames et messieurs, pour nous, la sentence de mort apparaît comme étant inconstitutionnelle en ce qu'elle viole le droit à la vie, le plus fondamental de tous les droits. Le Code pénal nigérien en vigueur prévoit encore la peine de mort à son article 243 comme sentence capitale. Aujourd'hui, ce n'est un secret de polichinelle. Nous savons que depuis 2016, il est vrai, les autorités de la 7e République du Niger ont décidé de s'inscrire encore une fois pour le respect du droit à la vie
par l'entremise d'un décret présidentiel qui commet systématiquement les condamnations à mort à des condamnations à vie. Le Niger a également voté en faveur de la résolution des Nations Unies de décembre 2018, en faveur du protocole facultatif se rapportant au pacte international des droits civils et politiques des Nations Unies. Mesdames et messieurs, malgré ces efforts, nous constatons encore qu'il y a un recul très grave, parce que le Niger enregistre actuellement, à ce jour, 5 condamnés à mort, dont malheureusement une première femme, âgée de 30 ans, qui croupissent encore en prison. Mesdames et messieurs, bien que le Niger n'a jamais exécuté un condamné à mort, il fallait le souligner depuis 1976, force est de reconnaître que la lutte pour l'abolition a pris un coup dur ces dernières années par ces condamnations. La coalition nigérienne contre la peine de mort et le mouvement abolitionniste nigérien, loin de se faire décourager, entendent se mobiliser au respect de la constitution du Niger par les tribunaux et que le Niger doit s'inscrire dans le respect des engagements nationaux et internationaux. Mesdames et messieurs, nous pouvons faire cette réflexion. Si nous tuons un meurtrier, est-ce que nous ne deviendrons pas nous-mêmes meurtriers? Puisque le commandement « tu ne tueras point » s'adresse à tout être humain. Avions-nous la raison d'utiliser le couteau du tueur, du meurtrier, pour tuer aussi et se rendre justice? Je vous laisse à désirer. Mesdames et messieurs, comme l'a dit le slammer, la société ne doit pas punir pour se venger, mais elle doit corriger pour améliorer. Mesdames et messieurs, je ne terminerai pas mon allocution sans remercier encore une fois la Commission nationale des droits humains, qui est toujours avec nos associations, les organisations de défense des droits humains, en pareille circonstance pour la promotion des droits humains. Les partenaires financiers et les organismes techniques et financiers, dont l'ambassade de France à travers l'appel à projet Expression Citoyenne 2021, l'Union européenne, le Haut Commissariat aux droits de l'homme et la Coalition mondiale contre la peine de mort. Nous allons aussi remercier tous ceux qui n'ont aménagé aucun effort pour faire le déplacement et pour la réussite de cette activité. Vive le Niger, vive le respect des droits humains, je vous remercie. De la Commission nationale des droits humains du Niger, Monsieur le Haut Commandant de la Garde nationale, Madame la représentante de la délégation de l'Union européenne au Niger, Monsieur le représentant du ministère de la Justice, Monsieur le Président de la coalition nigérienne contre la peine de mort, Mesdames et Messieurs, chers participants, d'abord je constate qu'il y a beaucoup de jeunes et ça fait plaisir parce que c'est les premiers à sensibiliser et à convaincre. Je voulais d'abord les remercier pour cette petite chorégraphie et avec les messages qu'ils nous ont fait passer. Mais je voudrais aussi remercier le slammer qui nous a posé une question cruciale, c'est-à-dire comment défendre, j'allais dire, la paix, la promouvoir quand on s'octroie le droit de tuer. Alors, d'abord, je voulais aussi remercier les gens qui sont à l'initiative de cette journée. Bien sûr, la coalition CONICOPEN, mais également l'ONG REPRODEV du Niger, et ainsi que la Commission aux droits de l'homme. Alors, évidemment, c'est une joie, moi, de participer à cette réunion, et je voulais dire que c'est une belle initiative d'associer le thème de la paix avec celle de l'abolition de la peine de mort. Vous le savez, la France, sur ces deux thématiques, qui a aboli la peine de mort en 1981, est très engagée depuis le fameux discours de notre garde des Sceaux de l'époque. D'ailleurs, en ce moment, il y a une très belle émission, je crois, sur Arte ou sur la 3e chaîne française, sur son parcours et son engagement. Et vous savez que la France occupe une place privilégiée dans sa volonté pour cette abolition totale et définitive de la peine de mort dans le monde. Je vous rappelle, beaucoup les connaissent déjà, hein, quand vous êtes journaliste, écrivain ou artiste. Je rappelle Victor Hugo ou Albert Camus, ou des chanteurs populaires qu'on a peut-être un peu oubliés,
comme Jean Ferrat ou Julien Clerc, qui ont porté de leur voix forte ce combat pour la défense des droits humains. Ils ont souhaité dépasser, comme d'ailleurs l'a très bien développé le président de la coalition, ils ont souhaité dépasser le débat judiciaire pour montrer une chose simple, c'est que la lutte pour l'abolition de la peine de mort nous engage sur un choix de société et des valeurs humaines qui l'animent. Dans une modernité où la violence est présente aux quatre coins du monde, le Niger est bien placé pour en parler, puisqu'il a subi au quotidien, beaucoup de personnes face à des actes criminels qu'ils ne comprennent pas, qui heurtent profondément leur sensibilité, pensent qu'il faut réagir avec la même intensité et supprimer purement et simplement les responsables de ces actes. Le combat n'est donc pas fini et toutes les formes d'expression, que ce soit la danse, la musique, le débat d'idées, qui montrent à une jeunesse parfois désabusée que la violence, qu'elle soit individuelle ou institutionnelle, n'est pas une solution, sont utiles. Je rappelle aussi ce que disait le président, il n'a pas cité un chiffre mais je vais le faire, et c'est pour ça que je suis très heureux qu'il y ait des jeunes ici. 52% de la population au Niger a moins de 15 ans. Et ça vous donne l'enjeu, si vous voulez, de ce mot qui paraît très conceptuel, la paix, abolition de la peine de mort, mais c'est un véritable enjeu de société, de démocratie et de paix entre les communautés. Il faut sensibiliser et convaincre que la peine de mort n'a aucune vertu dissuasive. Les danseurs nous l'ont crié d'ailleurs, et qu'il est indigne pour une société d'utiliser une violence institutionnalisée pour résoudre ses problèmes. Dans ce combat, il est essentiel d'attaquer les préjugés et de sensibiliser toutes les composantes de la société avec toutes les formes d'expression qui nous sont offertes, qui célèbrent 1. La vie, 2. Les échanges, 3. Le dialogue. Depuis plusieurs années, l'ambassade de France au Niger soutient les activités du mouvement abolitionniste nigérien et je suis très heureux qu'Expression citoyenne, qui est un appel à projet soutenu par l'ambassade de France, accueille dans sa sélection toute forme de projet qui lutte pour la promotion de la paix et contre cette forme de violence et aussi sélectionne des gens et des structures qui pensent que la pratique culturelle, qu'elle soit à travers le slam, la danse, la musique, peut être un outil efficace pour sensibiliser les jeunes à ce problème. En mai 2017, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a fait une déclaration courageuse en affirmant lors de la 60e session de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples que l'abolition de la peine de mort est nécessaire et conforme aux constitutions modernes et qu'elle doit être adoptée. Cette position a été réaffirmée, comme l'a dit le président, par l'adhésion au 2e protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort. Enfin, le 17 décembre 2018, le Niger a voté la résolution de l'ONU en faveur d'un moratoire sur l'application de la peine de mort, après s'être abstenu en 2016. Il faut saluer ces avancées, tout comme le fait que le Niger est signataire des principales conventions internationales de la protection des droits de l'homme. Cependant, bien que la Constitution garantisse à son article 12, que vous avez cité vous-même, Monsieur le Président, le droit à la vie, le Code pénal prévoit encore la peine capitale pour les crimes les plus graves. Nous avons aussi noté que des peines capitales, vous l'avez souligné, ont été prononcées ces dernières années qui n'ont pas encore été commuées. Mesdames et messieurs, je vous souhaite, en cette journée internationale de la paix et celle à venir de la journée mondiale de lutte contre la peine de mort, de riches émotions et de fructueux échanges. Et pour lancer les hostilités, si vous me permettez paradoxalement ce terme, ou cette image,
je vous offre sous la forme d'une invitation à la réflexion une pensée de M. Gandhi: œil pour œil rendra le monde aveugle. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette opportunité. C'est toujours un peu difficile de dire quelques mots après cette inspiration qui a été donnée par Monsieur le conseiller culturel de l'ambassade de France. Excellence, Monsieur le représentant de la Commission nationale des droits humains, Monsieur le haut commandant de la garde nationale, Monsieur le conseiller culturel de l'ambassade de France, Messieurs les représentants de la société civile, Monsieur le Président de la coalition nigérienne contre la peine de mort et le mouvement abolitionniste du Niger, honorables invités, Mesdames et Messieurs en vos grades, titres et qualités, chers artistes et participants, c'est aussi pour moi un très grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la paix. Comme vous savez, la délégation de l'Union européenne salue cette initiative de la coalition nigérienne contre la peine de mort d'organiser cette table ronde aujourd'hui sur la contribution à l'abolition de la peine de mort au Niger à travers la culture de la paix et le respect des droits humains. Cette initiative, qui a un lien très étroit avec le thème mondial de la Journée de la paix, est effectivement une opportunité d'échanger avec les organisations de la société civile dans le domaine des droits humains. Comme vous le savez, la Journée internationale de la paix est un événement mondial auquel l'Union européenne accorde une très grande importance. De même, c'est l'abolition de la peine de mort qui est un des thèmes principaux de notre engagement global dans le domaine des droits humains. Mesdames et messieurs, l'Union européenne considère que la peine de mort constitue une grave violation des droits de l'homme et de la dignité humaine. Et dans notre travail, nous manifestons une position ferme et sans équivoque à la peine de mort. Nous sommes également encouragés par toute la dynamique qui est croissante en faveur de l'abolition de la peine de mort dans le monde entier. Et nous poursuivons cette campagne contre la peine capitale. Comme vous le savez, le travail global dans ce domaine est mené sous l'égide des Nations Unies qui ont soumis en fait l'application de la peine de mort par les États membres qui ne l'ont pas encore abolie à des conditions strictes et définies notamment dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans la Convention sur les droits de l'enfant et dans les garanties pour la protection des droits des personnes passables à la peine de mort approuvée par ECOSOC. Le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques impose à tous les États partis de prendre toutes les mesures voulues pour abolir définitivement la peine de mort dans le ressort de leur juridiction. Il y a aussi beaucoup de résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies qui demandent également à tous les États qui maintiennent encore la peine de mort de respecter les normes internationales, de communiquer les informations pertinentes concernant l'application de la peine de mort et qui peuvent contribuer à d'éventuels débats nationaux et internationaux éclairés et transparents, de limiter progressivement l'application de la peine de mort et de ne pas imposer aux personnes au moins de 18 ans ni aux femmes enceintes, de réduire le nombre d'infractions punissables de la peine de mort, d'instituer un moratoire sur les exécutions en vue d'abolir la peine de mort. L'Union européenne soutient l'appel à que tous les organismes des Nations Unies, les organes intergouvernementaux, régionaux et la société civile continuent à soutenir les États par leurs activités de plaidoyer, de surveillance, de coopération technique aux fins de l'abolition de la peine de mort. Je voudrais aussi noter quelques exemples de notre travail au sein de l'Union européenne et aussi de l'Europe sur la peine de mort.
en mentionnant seulement qu'en 2097, l'ensemble des États du Conseil de l'Europe, y compris les États membres de l'Union européenne, ont lancé un appel en faveur d'une abolition universelle de la peine de mort. C'est aussi la Charte de droits fondamentaux de l'Union européenne qui dispose que nul ne peut être condamné à la peine de mort ni exécuté. La journée européenne contre la peine de droit de mort est aussi le 10 octobre de chaque année, à la même date que la journée mondiale contre la peine de mort. Tous les États membres de l'Union européenne souscrivent sans réserve à des dispositions régissant ce sujet et les mettent en œuvre. L'abolition de la peine de mort est également une condition préalable pour tous les pays. Mesdames et messieurs, je voudrais aussi dire quelques mots pour le Niger, comme ça a été déjà dit, tous les acquis qui ont été réalisés par le pays. Le Niger observe un moratoire de facto sur la peine de mort et le pays aussi a adhéré au deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Niger a également voté, comme ça a été mentionné, en faveur de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies 69 en 2014, appelant à un moratoire universel sur l'exécution capitale. Ces efforts méritent vraiment d'être mentionnés, soulignés et célébrés. L'Union européenne est fortement engagée à soutenir les efforts du Niger dans la consolidation des acquis démocratiques, des institutions de la démocratie et la promotion des droits humains. Ainsi, également notre partenariat avec la Commission nationale des droits humains, les institutions républicaines et les organisations de la société civile est conforme à nos principes fondateurs de liberté, de démocratie, des libertés fondamentales et de l'état de droit. Permettez-moi finalement de saluer le travail de la Commission nationale des droits humains et des organisations de la société civile comme la coalition nigérienne contre la peine de mort et le mouvement abolitionniste. On reste engagé et on reste à vos côtés. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur de la communication et des relations publiques de la Commission nationale des droits humains. Monsieur le représentant du ministre de la Justice, monsieur le directeur de cabinet du médiateur de la République, monsieur le conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France, madame la chef d'équipe gouvernance de la délégation Union européenne au Niger, monsieur le représentant du haut commandant de la garde nationale, mesdames et messieurs les responsables des FDS, mesdames et messieurs les responsables des organisations de défense des droits humains, chers participants, chers pacifistes, mesdames et messieurs les journalistes, distingués invités, tout protocole respecté, bonsoir. Permettez-moi d'abord d'exprimer le bonheur que je ressens à être parmi vous pour représenter le président de la Commission nationale des droits humains, le professeur Khalid Ikri, empêché. Distingués invités, mesdames, messieurs, le 21 septembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de la paix, consacrée au renforcement des idéaux de paix au sein de toutes les nations. Cette journée se tient actuellement dans un contexte de destruction avec trop de victimes, trop de migrations forcées, trop de conséquences
terrible du règlement climatique et surtout la pandémie du Covid-19 qui n'est pas encore vaincue et frappe des populations entières avec des conséquences incalculables. D'où le choix du thème de cette année, se relever pour un monde plus équitable et durable. Distingués invités, l'importance et la pertinence du thème recommandent d'inviter les acteurs de défense des droits humains à se joindre à l'appel de l'ONU pour préserver le droit à la paix et multiplier les actions d'éducation et de sensibilisation pour éduquer à la paix. La présente activité, initiée par la coalition nigérienne contre la peine de mort pour célébrer cette journée mondiale de la paix et lancer officiellement la campagne de mobilisation et de plaidoyer pour la promotion de la paix et l'abolition de la peine de mort au Niger sous le parrainage de notre institution s'inscrit dans le même ordre d'idées. Distingués invités, la réalisation de nos objectifs communs que sont la promotion et la protection effective des droits humains passe par une mutualisation des efforts et des échanges de bonnes pratiques mises en œuvre par la coalition nigérienne contre la peine de mort et le mouvement abolitionniste nigérien pour célébrer chaque année les journées mondiales de la paix et la peine de mort au Niger depuis plusieurs années. Distingués invités, il nous semble opportun de rappeler que sous la conduite éclairée du président professeur Khalid Ikri, en collaboration avec des organisations de la société civile, la CNDH a au cours du mandat mis en œuvre des stratégies de préservation et de la promotion du droit à la paix. Il s'agit entre autres de la prévention et les résolutions de conflits, le maintien durable de la paix, les bons offices, la médiation, la facilitation d'élections et l'accompagnement du processus démocratique dans le seul but de renforcer les institutions de l'état de droit et de préserver le droit à la paix. Chers invités, avant de terminer mon propos, permettez-moi de remercier tout d'abord la coalition nigérienne contre la peine de mort, pionnier du mouvement abolitionniste nigérien contre la peine de mort, la torture et la promotion des droits humains, la justice sociale et la paix, et leurs partenaires, l'ambassade de France, la délégation de l'Union européenne, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme et la coalition mondiale contre la peine de mort pour leurs appuis innombrables qui ont permis à la réalisation et à la tenue de plusieurs activités dans le cadre du mandat de promotion et de protection des droits humains de la CNDH. Je voudrais également remercier et encourager l'État du Niger et sanitaire. C'est sur cette note d'espoir que nous souhaitons plein succès aux différentes activités prévues dans le cadre de la campagne de mobilisation de plaidoyer national pour la promotion de la paix et l'abolition de la peine de mort. Ensemble, engageons-nous pour la paix, les droits humains et la justice sociale. Je vous remercie. Bonsoir, chers invités. Nous allons commencer cette table ronde basée sur la problématique de l'abolition de la peine de mort dans un contexte sécuritaire compliqué, mais aussi la question de la culture de la paix est
et du respect des droits humains dans cette situation. Pour introduire donc cette table ronde, nous avons 3 conférenciers. Monsieur Abdoulaye Issifou, qui est juriste à la CNDH, le magistrat Maman Lawam Bari, qui est au niveau du pôle de la justice. Oui. Donc, il dit que je vais lui laisser la parole de se présenter. Donc, et M. Abdou Niandou. Donc, pour introduire cette table ronde, nous dirons que la culture de la paix est un processus de transformation individuelle, collective et institutionnelle. Elle naît donc des convictions et des actions des individus et évolue dans chaque pays en fonction des contextes historiques, socioculturels et économiques. La culture de la paix vise donc à transformer les valeurs, les attitudes et les comportements de telle sorte qu'elle promeut donc la paix et la non-violence. Donc, comme nous l'avons dit, sans plus tarder, nous allons donner la parole au premier conférencier pour 10 minutes, pas plus, pour permettre quand même aux participants aussi de pouvoir de synthétiser et de parler des points essentiels, puisque tant entendu que nous sommes dans un cadre du panel. Je voudrais introduire à travers cette citation d'un éminent savant qui dit que la paix n'a de signification que là où les droits de l'homme sont respectés, là où les gens sont bien nourris et là où les individus et les sociétés sont libres. Cela m'amène à faire déjà les parallèles sur la problématique de la nécessité de maintenir la paix et aussi la promotion et la protection, sinon le respect des droits humains, la nécessité de respecter les droits humains. Donc, il m'a été demandé de faire une contribution par rapport au rôle des institutions. Je voudrais faire fi d'étaler ou bien de citer des institutions que j'estime que les participants connaissent déjà. Mais je voudrais spécifiquement parler du rôle de la CNDH par rapport d'abord à la consolidation de la paix, mais surtout du rôle de cette institution par rapport à l'abolition de la peine de mort. Donc, comme toute autre INDH, d'abord, les INDH en tant que Commission nationale des droits humains ont le devoir de la prévention, de la protection et la non-répétition des violations. Il faudrait noter que dans un contexte de conflit, les accords de paix confèrent dans une certaine mesure de spécificité aux INDH avec pour objectif principal de contribuer à mettre fin à l'impunité de violences commises pendant les conflits. Elle joue alors de ce point de vue un rôle des systèmes de gestion constructive et de non-violence. Je voudrais articuler cette intervention par rapport à 3 grands points, notamment le point relatif à la période de conflit, qui fait que les INDH, sinon les CNDH, incluent dans leur façon de faire, dans leur travail, les dialogues avec les belligérants, la création ou le renforcement des mécanismes de paix et l'encouragement de ces mécanismes visant à traiter les causes sous-jacentes des conflits et prévenir le conflit ainsi que ses conséquences. La protection contre les actes massifs, la médiation et la facilitation dans le processus de paix. Il faut aussi rappeler les rôles des INDH dans cette période post-conflit, qui les amène à faire des idées accords de paix et mener des activités promotionnelles. La réhabilitation post-conflit, l'archivage et fournir des preuves documentaires. Il faut aussi parler du rôle des INDH dans le processus de la justice traditionnelle. À ce titre, les INDH, sinon les commissions nationales des droits humains, contribuent à la recherche de la vérité et la poursuite des coupables,
la réparation des victimes, la vérification et la réforme institutionnelle, assurer la responsabilité, la réintégration sociale effective et la répartition des victimes des conflits pendant la transition afin de mettre fin à l'impunité. Il faut aussi parler du soutien d'établissement des responsabilités et l'exécution des tâches assignées pendant le processus d'accord des faits, la sensibilisation et l'information au public à travers les divers mécanismes des systèmes de justice traditionnels et plaider pour un processus centré sur la réparation des victimes et assurer la réparation des groupes vulnérables tels que les femmes, les jeunes et les enfants. Le deuxième grand point que je voudrais aborder relativement à la question de la peine de mort, c'est de dire que les INDH, les commissions nationales des droits humains, ont trois rôles essentiels dans le cadre de leur contribution pour l'abolition de la peine de mort. Ainsi, de ces trois rôles, nous pouvons d'abord retenir de faire des recommandations à l'État pour procéder à des réformes législatives et institutionnelles. La deuxième chose, c'est encourager les États partis à respecter et honorer leurs engagements internationaux. Et la troisième chose, qui est la dernière, c'est sensibiliser l'opinion publique à travers notamment des actions que je voudrais bien citer ici, afin de mieux cerner la problématique. Donc, entre autres actions que les INDH peuvent entreprendre pour l'abolition de la peine de mort, nous pouvons citer la publication des rapports et l'établissement des statistiques concernant l'application de la peine de mort. Nous pouvons aussi parler des examens et documentation des conditions de détention de condamnés à mort, s'entretenir avec les condamnés à mort, les avocats, les judiciaires, les familles, ainsi que les ONG, en posant des questions sur les conditions de détention, la représentation judiciaire et le profil des condamnés. On peut aussi parler du cadre d'un projet multi-acteurs visant à apporter une aide juridictionnelle à des personnes condamnées à mort. Je suis au dernier point. Élaborer des argumentaires judiciaires relevant à la fois du droit international et du droit interne et démontrer à l'État la nécessité de s'engager pour l'abolition de la peine de mort. Je voudrais maintenir à ces différents points. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, je suis très heureux en ce jour du 21 septembre 2021, qui est un jour historique parce qu'il marque la journée internationale de la paix. Donc cela dit, je vais axer mon intervention sur les enjeux et les défis de la lutte contre la peine de mort dans un contexte de lutte contre le terrorisme et surtout dans le respect également de la consolidation de la paix et des droits humains. Mais avant d'entamer mon propos, je me présente tout d'abord M. Barry Mamalawan. Je suis magistrat de formation. Précédemment, j'étais juge au pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme. Mais depuis un an, je suis directeur de la protection des droits et des sanctions à la Haute Autorité de protection des données à caractère personnel. Cela dit, sans tarder, j'aimerais juste introduire mon propos par le rappel du contexte, c'est-à-dire la question de la peine de mort, faut-il le rappeler, n'est pas une question récente au Niger. Elle a déjà eu application dans les années 65 et au-delà dans les années 70, plus précisément en 1976. Mais l'opinion nigérienne, même à l'époque, l'opinion publique nigérienne à l'époque, avait déjà manifesté sa réprobation contre la peine de mort. Ce qui a fait reculer les autorités de l'époque parce qu'on était sous un régime policier, si je peux m'exprimer ainsi. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'elle fait l'objet de débats et de vives contradictions. Bien que sa remise en cause semble être inexorable au regard de l'évolution des droits humains, cependant, la peine de mort est toujours inscrite dans la législation pénale nigérienne. Les précédents intervenants l'ont rappelé, elle est inscrite à l'article 243, mais avant l'article 243, il y a l'article 13 du Code pénal qui dispose que tout condamné à mort sera fusillé. Donc aujourd'hui, le sujet soumis à notre appréciation,
quelle est l'efficacité de la peine de mort dans un contexte de lutte contre le terrorisme et surtout dans un contexte de consolidation de la paix. Donc pour mieux apprécier le sujet, il conviendrait d'abord de prononcer, d'entamer la définition des concepts qui le composent. Que faut-il entendre par peine de mort? La peine de mort est définie avec Carbas comme la sanction pénale ordonnant la suppression d'une vie d'une personne condamnée. Il est fort aisé de comprendre que cette question revêt une importance capitale, dans la mesure où elle se greffe à l'idée du respect des droits humains. Et faut-il le rappeler, le respect des droits humains est une condition nécessaire, sinon sine qua non, à la paix, à la stabilité, à la quiétude, au développement en un mot. Or, cette peine de mort semble être en contradiction, parce qu'il y a des dispositions constitutionnelles qui prévoient que la personne humaine est sacrée et inviolable et que l'État a l'obligation absolue de la protéger. La consolidation de la paix, quant à elle, désigne toute intervention destinée à prévenir la reprise ou le commencement d'un conflit violent en traitant les causes premières identifiées ou supposées et en créant une attente sociétale de résolution pacifique de conflits afin d'aboutir à une paix durable et de stabiliser la société politiquement et économiquement. Quand on fait la jonction entre les deux notions, il convient de noter qu'il s'agit là d'un sujet très délicat, parce que ce sujet s'articule autour d'une des notions les plus difficiles à cerner en sciences sociales, celle qu'on appelle le terrorisme. Aujourd'hui, force est de constater que cette notion n'a aucune définition légalement acceptée, c'est-à-dire sur le plan conventionnel, on a 19 conventions qui sont intervenues sous l'égide des Nations Unies, mais aucune de ces conventions n'est parvenue à trouver un consensus sur la notion de ce qu'il faut appeler terrorisme. Donc, quel que soit le terrorisme peut être étudié du point de vue politique, sociologique, sa définition reste et demeure la pierre d'achoppement entre les différentes positions. La consolidation de la paix et la lutte contre le terrorisme sont des questions d'actualité. Comment lutter efficacement contre le terrorisme tout en préservant les droits humains? J'ai en mémoire le rapport de l'année dernière de la Commission nationale des droits humains qui a soulevé quelques polémiques. Mais je rappelle que cette commission n'a fait que son travail. Parce que le respect des droits des humains est une exigence par rapport à l'efficacité de la lutte contre le terrorisme. Fort malheureusement, qu'est-ce qu'on constate sur le plan sahélien et nigérien en particulier? C'est que ces États ont introduit la peine de mort pensant qu'elle peut permettre de lutter efficacement contre le terrorisme. Si on prend la question même du terroriste en tant que tel, c'est quelqu'un qui, dans un point, se sent sublimé par une action qu'il pense qu'elle est d'inspiration divine et qu'elle lui garantira certainement le paradis après sa mort. Donc c'est quelqu'un qui, dans un premier temps, n'a pas peur de la mort. La plupart des opérations sont des opérations d'attentats, kamikazes, etc. On le constate. Mais comment faut-il lutter efficacement contre le terrorisme au regard même des aspects pratiques? Lors de nos discussions avec les parties prenantes, c'est-à-dire les personnes directement concernées par la lutte contre le terrorisme, souvent on se rend compte que des petites choses, c'est-à-dire, comment on appelle ça, des petites reconnaissances ou bien de manifestations peuvent permettre aux terroristes, en tout cas la personne poursuivie pour terrorisme, de changer d'avis. Il m'avait juste raconté une petite anecdote que le directeur du service central de lutte contre le terrorisme m'avait raconté. Il y avait un des grands terroristes, malheureusement, qui a pu s'évader.
à la prison de Kout-Kalé. Mais quand il a été intercepté par la force Bouarkane, arrivé au centre, il refusait de parler. C'est-à-dire, tous les interrogatoires, il ne disait rien. Le directeur a compris, maintenant il a dit à ses agents, donnez-lui un tapis, il va prier, quand vous préparez du thé, donnez-lui. Donc, lui-même en question, il a été touché par ce geste d'attention. Donc, vous voyez, le respect des droits humains en un mot. Et il a commencé maintenant à raconter, c'est-à-dire à donner des informations très très capitales par rapport même à l'organisation de ces groupes. Et ces informations ont permis vraiment de jouer beaucoup d'attentats. Je ne vais pas rentrer dans ces choses. Donc vous voyez, aujourd'hui, la question de l'efficacité de la peine de mort en matière de lutte contre le terrorisme n'est pas évidente. Parce qu'il est absurde, comme l'a dit César Beccaria, que les lois qui sont l'expression de la volonté publique, qui haïssent et punissent le meurtre, devraient-elles elles-mêmes en commettre, et afin de détourner les citoyens du meurtre qu'elles décrètent elles-mêmes. Dans ce cadre, la peine de mort n'est pas un garant de l'ordre social. Bien au contraire, sa pratique est un facteur de dislocation de la communauté. Seule l'exemplarité de l'État permet le maintien de cet ordre, et la peine de mort est en contradiction avec ce principe d'exemplarité, surtout que la justice humaine n'est pas infaillible. Moi, j'ai eu 2 ans d'expérience en tant que juge au pôle antiterroriste, et je sais combien des gens ont été poursuivis sur de fausses accusations. Je me rappelle d'un monsieur juste qui voulait prendre une seconde épouse dont la femme l'a dénoncé comme étant membre de Boko Haram. Après l'interrogatoire chauffé, quelque chose comme ça, on lui a dit mais qui est ton complice? Il a répondu que c'est son beau-père. Que la femme est venue pour dire ah non, c'est parce qu'il veut prendre une seconde épouse. Donc vous voyez, moi c'est des dossiers qui sont. Et quand on... bon, je vais aller un peu plus. Moi, je suis presque à la fin de toutes les façons. Donc, vous voyez, s'il y a un type de femme ou d'homme que la menace de la mort ne saurait faire reculer, c'est bien le terroriste. D'abord parce qu'il affronte au cours de l'action violente. Ensuite, parce qu'au fond de lui, il éprouve un trouble. Cette trouble fascination de la violence et de la mort qu'on donne, mais elle aussi qu'elle reçoit. Donc les États surliens, même ceux qui ont aboli la peine de mort, malheureusement, je l'ai dit, l'ont réintroduit. En un mot, la peine de mort, elle est complètement inutile et tous ceux qui m'ont précédé devant cette tribune, en tout cas au Niger, du moment où on ne l'applique même pas, les juges la prononcent certes parce qu'elle fait partie des dispositions légales prévues, mais elle est communément transformée en peine d'emprisonnement à vie. Donc, à quoi ça sert si on dit l'effet dissuasif, mais l'effet dissuasif en matière, en tout cas dans ce contexte précis, laisse à désirer. C'est pourquoi moi je dis, il est temps que nos autorités prennent leurs responsabilités et qu'on abolisse une bonne fois pour toute cette disposition du code pénal. Je vous remercie pour votre évaluation. Merci bien. Chère assistance, bonsoir. Donc avant d'entamer mon intervention, je vais profiter de ce cadre-là pour féliciter les responsables de Reprodel qui ont bien voulu organiser cette séance que je vais appeler séance d'échange entre acteurs de la paix, acteurs de l'abolitionnisme au Niger. Donc ceci dit, le thème qui nous intéresse ici et que je suis chargé d'animer est intitulé « La consolidation de la culture de la paix ». Un homme d'État nigérien ne disait-il pas « La paix que nous voulons pour le Niger, nous la voulons pour le reste du monde ».
Et aujourd'hui, ce thème est beaucoup plus d'actualité parce que nous sommes quelque part avec les différents fronts que nous retrouvons aux frontières de notre pays. Cette paix-là est beaucoup plus d'actualité, surtout en milieu jeune. Parce que s'il y a les conflits, c'est les jeunes qui en pâtissent, c'est les femmes qui en pâtissent, c'est les enfants qui perdent la boussole. Parce qu'ils n'ont pas de parents, ceux qui perdent leurs parents, ils n'ont pas de parents, donc ils sont désorientés. Ceci dit, il me plaît de rappeler cette définition donc des Nations Unies qui dit la paix, la culture de la paix est définie comme un ensemble de valeurs, d'attitudes, de comportements et modes de vie qui rejettent la violence et préviennent les conflits en s'attaquant à leurs racines par le dialogue et la négociation entre les individus, les groupes et les États. C'est évident, s'il y a conflit, s'il n'y a pas de règlement de ces conflits-là, il n'y a pas de développement dans ces communautés. Il n'y a pas de développement au niveau de ces États. Mon intervention va porter sur 6 axes. Le premier axe, c'est les atouts. Quels sont les atouts que donne donc la consolidation ou la paix dans une communauté? La paix implique le goût pour le calme, ainsi que la capacité à vivre sereinement avec l'autre, l'individu, la société. C'est seulement quand il y a la paix qu'on peut vivre ensemble, qu'on peut vivre en société. En cela, la paix est l'intérêt commun pour le développement qui prend ses racines dans la prospérité. Ça suppose que quand il y a la paix, il y aura la prospérité. Et les éléments pour corroborer ce que je viens de dire, il y aura la coexistence pacifique entre les communautés, le vivre ensemble et l'existence de structures de prévention des conflits. Le deuxième axe, c'est les facteurs déclencheurs des conflits. Qu'est-ce qui sont à l'origine donc des conflits? Nous pouvons retenir essentiellement les conflits intercommunautaires qui entraînent des divisions au niveau des familles et des villages. Nous allons retenir également la mauvaise gouvernance. C'est quand il y a mauvaise gouvernance dans un pays, ça crée des conflits à tous les niveaux. Et quelque part, il y aura un dysfonctionnement des pouvoirs publics qui va en pâtir donc sur les communautés. Nous avons également les conflits liés aux questions transfrontalières, notamment la montée de l'intolérance. Le troisième axe, je suis en train de survoler les contenus, les obstacles à la consolidation de la culture de la paix. À ce niveau, on peut retenir essentiellement la consolidation de la paix au Niger est confrontée à un certain nombre de difficultés qui constituent des sources de problèmes. Il s'agit des insuffisances des textes et ou leur mauvaise application qui créent parfois des conflits de compétences, des difficultés de cohabitation entre communautés. Et cela peut se justifier sur le terrain. Vous allez constater que pour un héritage quelconque autour d'une terre ou bien autour d'un bien, quand les textes sont mal appliqués, des fois ça conduit même à des
conflits qui peuvent aller jusqu'à la mort. La surveillance des réflexes identitaires, le faible enracinement de la culture démocratique. Il est vrai que nous sommes dans un système démocratique, mais est-ce que tout le monde a compris que la démocratie, voilà ce que cela suppose? Il suffit seulement d'aller, ceux qui conduisent les voitures et les motos dans la rue, tu vas constater que pour un rien, pour un oui, pour un non, la personne va dire que je suis dans mon droit. Parce que tout simplement, c'est la démocratie. On garde là où on veut, tu viens, tu brûles le feu en pensant que tu es dans ton droit. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Nous avons donc la conjoncture économique difficile et le désœuvrement des jeunes. C'est à ce niveau, c'est surtout les jeunes et les femmes qui souffrent. Parce qu'en ville encore, ça peut aller, hein, mais quand vous allez en campagne, vous allez constater que, surtout après les récoltes, les villages sont vidés de leur population. Tout le monde s'en va. Et la conséquence, c'est quoi? C'est l'immigration. Les jeunes veulent aller en Libye et même au-delà. C'est des centaines de jeunes qui meurent chaque année dans le désert et dans les mers. Et tout ça, c'est la pauvreté qui fait que ces jeunes-là quittent leur village pour s'adonner à l'immigration. Donc il faut créer les richesses au niveau local pour pouvoir les retenir. Sinon, ils ne vont jamais écouter personne, ni les parents, ni les pouvoirs publics. J'en viens maintenant aux actions qui peuvent concourir donc à la consolidation de la culture de la paix. Parmi une panoplie, on peut retenir le renforcement de la culture de la paix par l'éducation. Il s'agit d'assurer l'éducation pour tous, notamment la jeune fille. S'il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de développement. Il y a la promotion et le respect de tous les droits humains, il faut les respecter. Il y a l'égalité entre les hommes et les femmes. Cela peut favoriser la participation des femmes dans la prise de décision dans tous les secteurs de la vie nationale. Et il y a des approches qu'il faut développer pour aller vers la consolidation de la paix par la médiation, la diplomatie, le dialogue et la participation. Ça, ce sont les stratégies qu'on peut développer et qui vont nous permettre donc d'aller vers la consolidation de la paix. Et enfin, nous avons des structures de prévention des conflits au Niger. Je peux citer la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'État, les cours des comptes, les cours d'appel, les tribunaux, les magistrats sont là. Hein. Le CNDP, la CNDH, la Haute Autorité à la consolidation de la paix, le médiateur national, la HALCIA, le Conseil supérieur. Je vous remercie. Les panélistes. Ce n'est pas une contribution, c'est une question qui s'adresse peut-être plus à Monsieur Manou, à Monsieur Barry. Vous avez évoqué, Monsieur, les conditions de détention des condamnés à mort. Je voulais savoir si elles différaient des conditions de détention d'autres prisonniers. Est-ce qu'il y a une procédure qui est plus sévère à leur encontre? Est-ce qu'ils souffrent, au-delà d'être condamnés à mort, est-ce qu'ils le ressentent aussi dans leur détention, donc au quotidien? Je vous remercie. Je me présente, Madame Garba Zouera de l'Association des femmes juristes du Niger. J'ai deux questions à poser à Monsieur le juge. La première question est celle de savoir l'inapplication de la peine de mort justifie-t-elle tout simplement son abolition? Ça, c'est la première des questions. Ensuite, la deuxième question, c'est je voulais savoir quel est le rôle des juges dans le cadre de l'abolition de la peine de mort au Niger.
Je vais d'abord féliciter les conférenciers et poser une inquiétude. Aux dernières élections, des partis politiques ont plaidé pour le maintien de la peine de mort parce qu'ils ont compris la tendance. Et aujourd'hui en France, 40 ans après, juste 40 ans après l'abolition, il y a des partis politiques qui veulent revenir sur cette sentence. Alors, chers conférenciers, qu'allons-nous répondre à ces partis politiques face à l'état de droit? Parce que un des conférenciers a bien rappelé que l'élan est irréversible. Or, aujourd'hui, ce sont les partis politiques qui décident de revenir en France sur la peine capitale et au Niger, des partis politiques qui plaident pour cette peine capitale. En 2010, j'étais présent en plénière du Conseil constitutionnel de la transition. J'ai vu en action tous les partis politiques. Ils étaient tous favorables pour le maintien de la peine de mort. Il y a une inquiétude, chers conférenciers, parce qu'il n'y a que nous, les défenseurs, qui croyons à cette avancée. Alors, comment, selon vous, nous allons pas plaider, mais rendre sensibles ces responsables politiques pour qu'ils avancent comme nous autres? Merci. Okay, bonsoir à l'assistance. Bonsoir, chers conférenciers. Je vous remercie en tout cas pour les présentations, certes succinctes, mais quand même très riches. Mon intervention, s'adresse, ma première intervention, au juge, donc du pôle judiciaire, relativement au terrorisme. Donc on avait remarqué que depuis 2018 à 2020, il me semble, ou bien c'est même à aujourd'hui, il y a eu une vingtaine de condamnations prononcées par les juridictions. Donc la question est de savoir, est-ce qu'en matière de terrorisme, il y a eu des condamnations? Donc les juridictions, le pôle judiciaire a eu à se prononcer sur des cas de condamnation à mort. Ma deuxième préoccupation s'adresse à l'inspecteur Abdou, qui a effectivement, donc, dans son intervention, il a souligné en tout cas un certain nombre d'aspects relatifs aux causes, donc les causes qui justifient en tout cas l'insécurité. Donc j'ai noté la mauvaise gouvernance, l'extrémisme violent et autres. Donc c'est un peu pour abonder dans le même sens que lui, pour dire que effectivement, aujourd'hui on remarque que la solution militaire, en tout cas, n'est pas la plus idoine. Donc pour s'attaquer en tout cas à l'insécurité, il faut s'attaquer aux causes, les véritables causes qu'il a citées là, telles que la lutte contre la pauvreté, la mauvaise gouvernance et autres. Aujourd'hui, sur le terrain, qu'est-ce que nous, en tout cas, forces de défense et de sécurité, on remarque que la population qu'on est censé défendre, qu'on est censé assurer, la sécurité a plus confiance, donc de l'autre côté aux djihadistes, que nous-mêmes, sur le terrain. C'est ça. D'où, en tout cas, donc,
le fait, en tout cas, donc c'est une recommandation et ça se fait également sur le terrain. Donc la prise en compte donc, des actions civilo-militaires, donc pour une police de proximité, amener en tout cas la population donc, à collaborer dans la lutte contre cette insécurité. Oui, bonsoir, c'est le maréchal de logis, le chef de la garde nationale. Donc, ma question, je voudrais vraiment être éclairé, ou bien même, je voudrais aller vous dire, sur notre thème général, qui est la contribution à l'abolition de la peine de mort au Niger. Donc, si je me rappelle bien, monsieur, il a expliqué que la peine de mort n'est même pas applicable. Ça y est, peut-être sur, n'est-ce pas? Elle n'est pas appliquée, tout à fait. Merci, elle n'est pas appliquée, tout à fait. Mais on pose trop de questions sur l'abolition de la peine de la mort. Une chose qui n'est même pas appliquée au Niger. Et moi, j'aimerais savoir, avant de poser l'accent, de porter le ton sur l'abolition de la peine de la mort, pourquoi ne pas essayer de voir? Parce que je me dis que pour qu'il y ait peine, il faut d'abord qu'il y ait crime, délit. Pourquoi ne pas essayer de voir, de mettre fin ou bien de ralentir un peu les crimes là? C'est ça en fait ma question. De voir. Parce qu'elle est là, la peine de mort, la peine de mort. C'est quand il y a peine, et quand il y a crime, qu'il y a nécessairement peine. C'est ça ma première préoccupation. Et ma deuxième, c'est pour l'inspecteur Liandou, sur le rôle de la contribution de la jeunesse. Ça. Donc, avant de voir le rôle que la jeunesse peut apporter, la contribution que la jeunesse peut apporter au contexte actuel du Niger, j'aimerais vraiment, ou bien j'aurais voulu qu'on parle vraiment des dangers, des menaces, des problèmes auxquels la jeunesse nigérienne fait face. J'ai vraiment besoin qu'on me parle de ça. Concrètement, parce que la jeunesse nigérienne, 2 heures ou bien, je ne sais pas, plus de vraiment pour parler, parce que vraiment, il y a un sérieux problème qui me tient à corps, un très grand problème qui me tient à corps. Parce que quand je passe, je vois les jeunes, dans quoi nous sommes, vraiment je suis vraiment désolé. Et je n'aime pas. Il y a des problèmes vraiment, il y a des problèmes. Je peux citer si vous voulez, parce que vraiment il faut que, permettez-moi de m'exprimer, parce que j'ai vraiment mal. Ça fait vraiment ça fait plus de combien de temps vraiment je m'attendais à avoir cette opportunité-là pour parler de la jeunesse. Vraiment, j'ai vraiment besoin de ça, franchement. Parce que là, je peux vous parler du problème de la drogue. De la drogue. Monsieur l'inspecteur, le problème de la drogue. Parce que là, avant, pour pouvoir parler de la drogue, il faut des heures tardives. Comprenez-moi, je m'exprime vraiment pour le libérer, pour pouvoir parler. Pour que les jeunes maintenant, pour comprendre de la drogue avant, il faut tard la nuit, faire des avocations. Mais maintenant, en pleine journée, ils circulent avec la drogue comme la cigarette à la main. Le problème de la jeunesse nigérienne est confronté à ce problème de drogue, la sexualité, le vol, les crimes. Et pour qu'il y ait, et on nous a appris à dire que la jeunesse est le fer de lance du développement d'un pays. Mais franchement, chers jeunes, je vous demande pardon. Mais la jeunesse nigérienne va mal. Elle va très mal. On nous a dit que 52% de la jeunesse nigérienne a moins de 15 ans. Alors, parmi les 52% là, demandez, faites des études, voir les jeunes là, parmi eux, un qui n'a jamais pris de la drogue une fois. Le problème de la chicha, que je déteste plus que la mort. Voilà. Vraiment, monsieur le secrétaire, vraiment, je voudrais vraiment. Merci. Je suis maréchal de logis de la garde nationale, Salissou Bara Ubawa. Donc, maintenant, j'ai une seule question à l'égard de monsieur le juriste, donc le Libari. Donc, vous avez dit dans votre passage que la peine de mort n'est pas appliquée au Niger. Donc, je pense qu'il y a 2 participants ou 3 même qui ont déjà posé cette question. Mais quand même, comme déjà, je vais la reposer encore. Donc, d'une autre manière, maintenant,
vous dites qu'elle n'est pas appliquée au Niger. Elle n'est pas appliquée. Et non, la peine de mort n'est pas appliquée au Niger. On ne l'exécute pas, mais elle est prononcée, mais c'est la même chose, elle n'est pas appliquée, elle n'est pas exécutée, ou bien... Donc, voilà. Juridique, ah d'accord. Oui, je vois. Donc, et quand même, le terrorisme là, persiste. Malgré, elle n'est pas exécutée, elle n'est pas appliquée, mais ce terrorisme-là persiste. Et maintenant, pour lutter contre ce terrorisme-là, ma question est de savoir, n'est-il pas plus intéressant, donc plus important, de l'appliquer plutôt que de l'abolir? Donc, cette coalition qui a eu à organiser cette table ronde, vraiment coup de chapeau. Mais je vais commencer par la question qui fait l'ordre du jour, comment on appelle le thème de la table ronde, par rapport à la question de l'abolition de la peine de mort. Donc moi, je me demande, chaque fois qu'il y a loi, c'est parce qu'il y avait ce qui a suscité cette loi. Donc, si par exemple on fait une loi, c'est parce qu'il y avait une recrudescence des actes. Et si je me souviens d'un cas, lorsqu'on a instauré la charia au Nigeria, il y avait quelqu'un qui dit que lui il ne va pas au Nigeria parce qu'on fait charia. Là-bas, quand on fait viol, on tue. Pourquoi il ne va pas? Parce que certainement il est intentionné. Si on crée une loi, c'est parce que les gens là sont intentionnés. Alors si on abolit cette loi, c'est parce que les dirigeants maintenant, ils trouvent l'opportunité de tout faire. Ils ne craignent rien. Tout ce que tu fais, tu as la vie de famille. Donc voilà pourquoi ils sont là en train de nous pousser à vouloir l'abolir, mais pas chercher à enterrer ce qui fait mal à la société. Et le premier, ceux qui violent, ceux qui font mal au monde, c'est d'abord l'Organisation des Nations Unies, qui, dans son contexte, a décrié un droit de veto. C'est avec ce droit de veto là qu'on a eu à éliminer beaucoup d'Africains. S'il vous plaît, quand même. Quand on parlait de l'égalité, de consolidation de la paix, tant que le droit de veto là existe. Si jamais quelque chose qui concerne une nation qui va à l'encontre de ces grandes puissances là, et les blocs, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et aussi aux dirigeants, à nos dirigeants, oui. Toi aussi, ça vous met mal aussi. D'accord, toi. Voilà. Je me présente Isha Ouissa. Je viens au nom de la Congafen. Et qui dit Congafen dit Jar. Et qui dit Jar dit l'homme et la femme. Donc pour attirer la paix, il faut qu'il y ait la symbiose. Donc moi, j'interviens comme disait l'ex-président ivoirien Oufouette Boni, qui disait que la paix ce n'est pas un mot, M-O-T en grammaire. Donc c'est le comportement qui doit être partagé. Que les porteurs, les civils, les hommes, les femmes, les enfants et surtout dans notre pays, on a une abondance de la jeunesse, des jeunes. Et si on veut détruire un pays, on détruit la jeunesse en la poussant à être délinquante. Donc j'attire l'attention de la jeunesse. Il faut voir dans les documentaires des pays en conflit. Donc chacun veut avoir la jeunesse. Pourquoi? Parce que ce sont les grands de demain. Si aujourd'hui on implique la jeunesse dans le conflit par-ci par-là, nous sommes foutus. L'avenir sera sombre. Donc moi j'attire l'attention de la jeunesse nigérienne d'aller à l'école et de cultiver la paix. La paix comme son nom l'indique, pour entreprendre des activités de développement.
donc afin que notre pays s'émerge. Donc voilà pourquoi je suis venu, parce que je n'ai pas eu l'opportunité de parler à la jeunesse et voilà, Dieu merci. Donc je profite de cette occasion et je suis avant tout enseignant. Bonsoir à toutes et à tous. Avant même de poser la question, j'aimerais vous... Parce que la question est adressée à juge Barry. Je suis pour la peine de mort et non contre la peine de mort. Ça, c'est la première liste. J'aimerais savoir, selon vous, l'abolition de la peine de mort n'est-elle pas une incitation aux terroristes de cultiver ou bien de renforcer leur capacité ou dois-je dire leur mentalité criminelle? Parce que l'exemple que vous nous avez donné tout à l'heure, lui montrer de l'attention, les terroristes déjà quand ils partent dans leur formation, on leur inculque déjà d'être comme un kamikaze. Ils ont déjà destinés, oui, ils mettent dans leur tête qu'ils ne devraient pas donner d'informations, qu'ils devraient mourir, les kamikazes partout, voilà. Mais vous dites attention, non, le peu de temps que vous lui avez accordé, il est parti, il a pesé entre la mort et la survie, il a choisi la survie, il vous a dit, il vous a donné les informations, selon moi. Mais l'abolition de la peine de mort, selon moi, inciterait les jeunes criminels et consorts, à vraiment renforcer leur capacité criminelle. C'est tout. Donc, contribuer au développement de la nation tout entière. Et pour contribuer au développement de ce pays, la jeunesse doit acquérir un certain nombre de connaissances, un certain nombre d'habilités et cultiver certaines valeurs qui faisaient des jeunes d'avant des jeunes respectueux de la société. Je dis la société parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont des difficultés à respecter ces valeurs-là. Ils ne peuvent plus s'identifier à ces valeurs-là. Et ça crée quoi? Nous constatons alors une certaine désarticulation de la société. Donc, les normes qui existaient avant ne sont plus observées, ces normes-là ne sont plus respectées. Il y a une dislocation de la famille. Et quand il y a dislocation de la famille, qui en pâtit, c'est le jeune. Parce qu'il n'a plus de repères. Il doit recevoir une éducation familiale. Cette éducation familiale-là n'existe plus dans beaucoup de familles. Monsieur Alfari l'a dit. Vous sortez maintenant, vous allez chez vous. Si ce n'est pas devant votre porte, c'est devant la porte du voisin. Vous allez trouver une fada. Une fada, pourquoi faire? Des fois, même quand c'est le moment d'aller à l'école, l'enfant abandonne pour aller quelque part s'asseoir dans cette fada et s'adonner à ce que vous avez dit, fumer chicha. Et on connaît des endroits dans Niamey où effectivement le tabac là, c'est exposé. Tout le monde les a, tout le quartier savent que les gens qui sont là-bas là, ils sont en train de s'adonner à la consommation donc de ces substances qui détruisent en réalité les jeunes. Et pourquoi ils le font? Parce que pour eux, en s'adonnant à ça, ils règlent leurs problèmes. Évidemment,
ils règlent leurs problèmes de manière temporaire. Mais à la longue, il faut faire un tour au niveau du pavillon E. Tu vas les retrouver là-bas. Et ils deviennent charge pour la société. Peut-être il est d'une famille très pauvre qui ne peut pas prendre en charge ses frais de santé au niveau de ce pavillon et là. Donc à un moment, ils seront obligés de l'abandonner à lui-même. Voilà le problème que ça crée. Donc nous avons un dysfonctionnement à tous les niveaux. Le système éducatif est défaillant. Ce qui fait que, heureusement, nous avons le président actuel qui a fait de ça une priorité. On est en train de revoir tout le dispositif. Présentement, il y a une rencontre au niveau du palais du Congrès sur la révision des curricula de formation à l'école pendant 4 jours. Donc, il faut revoir ce système-là. Il faut réviser le dispositif pour qu'il y ait un système éducatif performant. Deuxièmement, c'est qu'il faut prendre une autre orientation de notre système éducatif. Il est bon d'avoir des diplômes, mais des diplômes pour quoi faire? Il faut une formation qualifiante. Il faut un diplôme qui peut te permettre toi-même. Aujourd'hui, ce qui nous arrive est simple. Nous ne prenons pas notre responsabilité. Et c'est pourquoi il y a l'impunité. Et c'est pourquoi il y a la dépravation des mœurs. C'est pourquoi il y a la chicha. C'est pourquoi on fume ce tabac. Les textes, le magistrat est là, sont disponibles. Donc, il y a lieu dans cette salle de nous dire la vérité. Nous sommes tous responsables. Les parents d'élèves, les chefs des familles, les maires, les gouvernants. Donc il y a lieu de repartir sur des nouvelles bases. Rien ne va, comme l'a si bien dit quelqu'un qui est derrière moi que je n'ai pas vu. Donc, il y a une certaine conscience qu'on doit développer au niveau des chefs. Mais, en nous responsabilisant nous-mêmes parents d'élèves, des missionnaires, vous ne pouvez pas sortir, trouver à la porte des enfants en train de fumer la chicha et les laisser faire. Ah non, là il y a une démission totale. Vous êtes porteur de tenue. Vous trouvez des délinquants en train de fumer le tabac. Mais la responsabilité vous recommande de les arrêter. Sans complaisance. Vous les conduisez ou à la police ou à la gendarmerie. Maintenant, si le juge n'a pas fait son travail, en quoi vous allez regretter votre acte? Donc il y a une question de responsabilité, monsieur le médiateur, et j'invite monsieur Nyandou à revenir sur ce point. Merci. Merci pour l'intimidation, monsieur le président. Et il y a eu des questions qui ont été posées. Vous n'avez reçu aucune question. Si. Il y a Kamine qui a posé la question à nous de savoir. Allez. Et le tonton Kaï aussi qui a demandé. Je pensais que c'est au juge que tout le monde sait. Non, il y a eu tellement de questions. Ok, allez-y. Donc, par rapport à la question de Kamine de savoir s'il y a des conditions de détention différentes avec des condamnés à mort avec les autres détenus, je pense qu'avant de répondre à cette question, c'est qu'il faut se réjouir.
comme on l'a si bien développé ici aujourd'hui, au Niger, même si cette sanction est prononcée par les juridictions, elle peine à être exécutée. Donc déjà, dans l'entendement de la tête des condamnés à mort, ça fait que déjà il y a un ouf de soulagement. Ça, c'est le premier aspect. La deuxième des choses, dans ce qu'on appelle communément les couloirs de la mort, les personnes qui sont déjà condamnées à mort passent tout leur temps à se faire l'idée que c'est demain, c'est tout à l'heure, c'est après. Donc ça fait qu'ils sont psychologiquement dérangés. Et le fait qu'aujourd'hui, au Niger, les maisons d'arrêt que nous disposons, je parle sous le contrôle des officiers et de la garde qui sont là, ne répondent pas aux normes internationales pour disposer de différents quartiers et qui fait qu'aujourd'hui tous les détenus sont associés les uns des autres. Nous avons, si vous me permettez, les détenus ont cette possibilité-là d'échanger, de discuter avec les autres, ce qui fait qu'ils ne seront jamais, ou bien ils ne vont pas se retrouver seuls ailleurs avec tout ce que ça a comme charge psychologique et dérangement. Le fait qu'ils soient avec les autres détenus ou bien les autres prévenus, les échanges, les visites des organisations de la société civile, de la CNDH aussi dans certaines situations, pour les rencontrer, échanger par rapport à leurs conditions de détention, fait qu'ils ont ce que j'ai appelé un ouf de soulagement. Et donc, je peux conclure en disant que, en prenant en compte et en s'inspirant des règles minimales des Nations Unies ou bien des règles de Mandela sur les conditions de détention, il n'existe pas une règle spécifique pour tel ou tel condamné. Mais dans la pratique, je dis bien dans la pratique, puisque les textes sont là, mais la pratique aussi fait qu'il y a souvent il y a des avis. Il peut y avoir des choses spécifiques aux condamnés, mais qui ne sont pas aussi faites pour les autres détenus. Mais je dis bien, partant du principe ou bien des règles minimales, il ne devrait pas y avoir de distinction ou bien des sanctions spécifiques parce que tel détenu est condamné à mort et non ne pas. C'est ma réponse à ça. Maintenant, la question que le tonton Kali a posée de savoir le comportement de certains politiciens nigériens et français, et sincèrement, je suis mal à l'aise à répondre à cette question, honnêtement, pour la simple raison que l'homme politique change à tout moment. Aujourd'hui, ces politiciens qui sont en train de développer de telles idées, c'est parce que, si vous me permettez, ils sont de l'autre côté. Et qu'ils estiment qu'ils ne sont pas en train de rendre ou bien de faire mal à la société, et que dans leur imago, c'est les gouvernants qui sont en train de faire mal. Et donc, si la peine de mort est appliquée, ou bien si on la ramène, c'est bel et bien ces gouvernants qui seront sanctionnés de cette peine. Alors que la tendance peut changer. Pour la petite expérience, je parle sous le contrôle du commissaire Al-Mustafa, il y a eu dans ces pays des autorités qui, excusez-moi de l'expression, faisaient la loi pendant un certain régime. Mais quand les choses ont changé, ils sont devenus la victime. Aujourd'hui, ils plaident pour le respect des droits humains. Donc, comprenez l'homme politique dans sa façon de faire, mais nous ne devrons pas nous décourager dans ces combats. Et nous avons foi qu'un jour, la peine de mort sera abolie. Je vous remercie. Sera dictatorial en disant qu'il a 5 minutes. Non, mais bon, on est dans un contexte de démocratie. Ah oui, et surtout une dictature, elle ne s'applique pas à un juge. Bon, il y a eu... Non, c'est pour rire. Bon, oui, tout à fait. Je félicite vraiment l'ensemble des intervenants pour l'intérêt porté à la question. Avant de revenir, j'aimerais juste compléter un peu les deux questions qui ont été posées à mon cher collègue. C'est-à-dire par rapport à, juste pour dire que dans l'organigramme même de la maison d'arrêt, il y a deux catégories de personnes, c'est-à-dire les personnes qui sont en situation de détention préventive et les personnes qui sont en situation de condamnation. Mais dans les condamnés, il n'y a pas de distinction, non, condamné à mort ou quelque chose comme ça, non, non.
peut-être ça figure sur le tableau pour des questions de statistiques, mais dans la pratique, ils sont vraiment libres, il n'y a aucune discrimination du fait de cette condamnation à mort. C'est ce que j'aimerais ajouter. Et par rapport à la question aussi, il a très bien répondu que l'homme politique, il change de position au gré de son approche du pouvoir. J'étais jeune à l'époque, peut-être parce que c'était dans les années 95, comme ça, il y avait une autorité politique nigérienne qui disait, qui menaçait la presse et autres pour dire que, et au-delà même d'autres hommes politiques, que la peine de mort n'est pas encore abolie au Niger. On peut s'interroger où est cet homme aujourd'hui. Donc, vous voyez, il y a tellement de choses que ça peut changer. On peut être dans une position. Récemment, on a vu le coup d'État intervenir en Guinée. Je ne souhaite pas ça au Niger, mais quand je regarde avec le recul le comportement du président qui tirait la barbe, hein? Ouais, on a des valeurs en Afrique, on a des valeurs, on appartient à une société, on a été éduqués, on sait que des marabouts et autres, quand même si on est, je ne sais pas, fou, on doit vraiment préserver, oui, un certain comportement, un certain égard envers ces hommes, mais tirer, voyez, le pouvoir. Très utile de profiter de cette journée et donner certaines informations. Effectivement, je félicite heureusement l'ambassade de France est là. L'ambassade de France a financé la société civile dont nous sommes, l'ONG Europrodev, sur une formation sur la lutte contre l'introduction de la drogue en milieu carcéral à la maison d'arrêt de Niamey en 2016. 2016, oui. Vous savez ce qui se passe? C'est ce jour-là que nous avons compris que le gouvernement nigérien a interdit l'importation de la chicha et non la consommation. Dans un véhicule, il y a 2 chauffeurs. S'il vous plaît. Par rapport à la question de Camille, heureusement au Niger, on n'a pas de chambre à gaz, on n'a pas d'injection, on n'a pas de truc, parce que, comme il l'a dit, les détenus de droit commun et les détenus en prévention partagent la même cour. Souvent, nous, on craint même qu'il y ait des récidives parce que le grand patron criminel va informer le plus petit. Quand tu sors là-bas, il y a quelque chose là-bas et tu me rappelles. Ils savent de quoi on parle. Peut-être que le représentant, sauf si j'ai mal compris, du haut commandant, a éclairé la question peut-être de la distance entre la population et les forces de défense des droits humains. Je ne retrouve pas, parce que pour moi, il y a que quelques années, des acteurs de la société civile qui ont organisé un meeting pour soutenir l'armée, se sont vus coupés en prison. Juste parce qu'il faut donner les moyens à l'armée. Donc je ne peux pas comprendre comment aujourd'hui on dit que les acteurs du droit de l'homme et les populations n'ont pas confiance à l'armée. Voilà la raison. Les FDS, peut-être on s'est mal compris. Par rapport à la question, l'information encore, effectivement c'est la drogue. Peut-être le juge a oublié de le dire. Alfred a oublié de le dire. Est-ce que vous savez qu'à partir d'une centaine de millions au Niger, tu détournes 100 millions, à plus de 100 millions, tu mérites d'être condamné à mort. Pourtant, il y a combien de détournements de 100 millions qui circulent aujourd'hui? Et effectivement, nous ne sommes pas les seuls. Nous suivons la loi. Nous l'avons bien dit dans nos propos. La Constitution de la République a réprimé et a consacré la sacralité de la vie humaine. Et l'article 12 dit que la vie humaine est sacrée. L'article 14 continue pour dire que nul ne doit être soumis au traitement cruel, inhumain et dégradant. Comment vous pouvez comprendre en 2021, le juge condamne à mort, mais la Constitution dit que c'est faux? Nous vivons dans quel état? Nous avons notre erreur ici, peut-être en tant que défenseur des droits humains, c'est d'inviter les gens à respecter la loi. C'est tout. Pas autre chose. Par rapport à la question de la drogue, nous vivons le mal que vous. En 2020, nous avons visité le seul jeune terroriste dans une maison d'arrêt. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'à la veille, ou bien à quelques heures de leur forfait, les terroristes leur font avaler un comprimé qui s'appelle Captagon. Ceux qui sont les spécialistes le savent. Le Captagon, c'est un comprimé plus fort à 10 doses que le Tramadol.
l'enfant le consomme, il fera 3 jours sans boire de l'eau, comme un chameau. Et il est surchauffé, il peut juste piller. Un élève de 5e, il dit que c'est après le forfait qu'il se demande, mais il est où? Oui, il y a d'autres, on les font boire des trucs de charlatan pour aller tuer ton père. Tu tues ton père et ta mère pour devenir général. Il dit qu'après il s'est demandé, mais pourquoi il est général? On lui dit de ne pas demander. Qui me dit qu'il est contre l'abolition de la peine de mort? Vous préférez tuer ce jeune qui est aujourd'hui repenti, qui est entre nous dans notre société? Ton frère, ton cousin, ta famille. Nous avons des pays où à chaque seconde il y a des hélicos pour chercher des criminels. Voilà, merci. Mais jusque-là, ils sont les premières victimes de terrorisme et de banditisme armé. Mais nous, au Niger, on a cette loi, on a le décret de commutation. Dès qu'un juge condamne à mort, le juge ne peut pas s'en passer de condamner parce qu'il ne peut pas contourner les dispositions de la loi. Il a le code pénal devant lui. L'article 243 a tout un chapelet de sanctions qui entraînent la condamnation à mort. Le meurtre, l'assassinat, le viol, complicité de mort en réunion et en vol armé. Je ne suis pas juge. Mais dès que... C'est bon. Et je vous rassure, j'ai appris une bonne leçon. Le célèbre acteur de défenseur des droits humains au Niger, Moustapha Kali, applaudissez-le s'il vous plaît. Il a pris la responsabilité. Quelle que soit la bonne gouvernance, s'il n'y a pas de responsabilité, combien le syndicat des magistrats a sollicité plus d'une vingtaine d'anciens ministres et autorités pour détournement d'argent. De nos frères, 100 millions fera combien de classes pour nos écoles? Combien de dispensaires? Combien de points d'eau? Donc sincèrement, je ne peux pas trop parler, mais je vous dis que ça ne va pas. Félicitations Moustapha Kali, célèbre écrivain, grand chancelier des hommes nationaux. Merci à de cette table ronde et nous pensons que nous avons atteint l'objectif. La salle est restée comble du début à la fin. Nous pensons que le poids c'est l'ignorance de certaines choses qui nous poussent à vouloir. Le christianisme, il est interdit de tuer quelqu'un. Carrément. Ce n'est pas parce que vous avez commis un meurtre que l'administration ou le politique a le droit de tuer. Et il a dit que le cheikh a dit que dans le Coran, on a conseillé à la famille, n'est-ce pas, de pardonner. C'est la première des choses. C'est pardonner. Si vous ne pouvez pas pardonner, demandez la dia. Donc nous allons vous remercier pour vraiment votre présence et pour l'intérêt que vous avez porté à cette journée sur la culture de la paix et le respect des droits humains, axé sur l'abolition de la peine de mort au Niger. Donc,